Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un monument. Plus exactement, euh, j'avais envie de vous faire une vidéo complète sur l'enceinte urbaine, mais j'ai un peu peur que ça soit long. Donc on va se concentrer au moins sur l'élément majeur, et puis après peut-être que je ferai des thématiques, je vais voir comment je fais ça. Mais en attendant, aujourd'hui, on va parler de la porte Broerec. Alors la porte Broerec, c'est évidemment à l'égal de la basilique, hein, un des monuments et un des symboles les plus puissants du patrimoine de la ville, puisque c'est la porte médiévale. Alors je le redis, hein, ce n'est pas la porte d'un château, c'est vraiment la porte d'une ville, hein, la porte de la ville close qui se trouvait derrière, et pas simplement une demeure de seigneur. Alors il est vrai que on trouve cette appellation château dans beaucoup de littérature, hein, y compris dans les cartes postales du début du siècle, hein, où le terme est réutilisé, mais soyons précis, on entre, c'est l'entrée de la ville. C'est l'entrée de la ville Est, et c'est d'ailleurs ce qui transparaît dans son nom, Bro-Erec. Hein, en breton, Bro, c'est le pays, et Erec fait allusion au roi Varroc, hein, Varroc ou Erec, un roi du tout début du Moyen-Âge de ce territoire, et qui donc s'est altéré en Erec. Hein, donc la porte Bro-Erec, c'est celle qui ouvre sur le pays du roi Erec, sur à terme le pays de Vannes. Alors, elle est typique d'une porte de défense du XVe siècle. Hein. Elle a été fortement remontée par le duc François II à la fin du XVe siècle. Elle est faite de deux grosses tours massives qui viennent protéger les portes en elles-mêmes. Alors, les portes qui sont au nombre de deux, hein, vous avez la grande, la porte charretière, pour, comme son nom l'indique, faire entrer les chariots, et à côté la porte piétonnière. Il faut bien avoir en tête que l'idée pour ce type de porte, c'est de contrôler au maximum l'entrée. Donc il faut rendre l'entrée la plus complexe possible. Donc à l'origine, vous avez en système de défense, eh bien, tout d'abord le fossé qui passe devant. Hein, les fossés seront comblés en majeure partie au XVIe siècle, mais devant la porte Broerec, il va en rester des éléments, puisqu'on a des traces dans les contes de réfection du petit pont qui se trouvait devant et qui permettait d'enjamber l'élément. Et puis on a d'autres traces où on a ces fossés qui sont utilisés comme lieu de dépôt d'ordures et qui indignent les édiles. Donc on a tout d'abord une première protection avec le système de fossés et donc de pont-levis. Du pont-levis, on n'a plus aucune trace, si ce n'est des grandes rainures que vous avez de chaque côté, qui sont la trace d'un pont-levis qu'on appelle un pont-levis à flèche, c'est-à-dire c'est ce pont-levis avec ces deux poutres munies de chaînes qui permettent de relever le tablier, et qui sont une innovation de la fin du Moyen-Âge, puisqu'avec ce système-là, vous aviez juste besoin d'avoir un contrepoids, et on avait calculé juste pour qu'entre le poids du tablier et le poids du contrepoids, il y ait juste la différence d'une personne, ce qui fait qu'une personne, eh bien, se soutenant pouvait au contrepoids, pouvait seul remonter le pont-levis et mettre la ville en sûreté. Vous avez également, en mode de défense, vous avez deux portes. Donc la porte charretière, pour les chariots, qui est la plus vaste, et puis une porte piétonnière. Et la porte piétonnière, si vous faites attention, elle est étroite, et elle forme un coude, et elle permet de faire rentrer les piétons, non pas directement à l'intérieur de la ville, mais sous la porte, ce qui permet un contrôle accru, puisque à la fin de la porte, juste avant d'entrer dans la ville, hein, aujourd'hui, juste avant de franchir, d'entrer dans la rue, on voit la trace des coulisseaux, vous aviez une herse qui descendait à cet endroit-là. Donc on pouvait, au moyen de ce couloir, contrôler les piétons qui rentraient. Et en cas de conflit, si jamais des soldats arrivaient eh bien, jusque-là, ils se retrouvaient pris dans le goulet, obligés d'avancer en file indienne, et vous aviez beaucoup plus de facilité à les contrôler, contrôler leur entrée avec l'angle qui était formé pour passer sous la voûte. Vous avez également dans le système de défense, vous aviez une série d'archères qui permettaient eh bien, de tirer sur le pont-levis. Elles ont été transformées, comme vous les voyez aujourd'hui, hein, par des grandes fenêtres munies de grilles. Ça, c'est l'évolution plus tardive, hein, lorsque la tour devient prison. Mais à l'origine, vous aviez cette lignée d'archères qui protégeait cet ensemble. On conserve aussi une très belle archère canonnière du côté, sur les côtés. Hein, on en a une qui est du côté des jardins et l'autre
qui est du côté de la rue du Champ de Foire. Hein. Elle a été rendue visible lorsqu'on a supprimé les bâtiments qui menaçaient ruine à cet endroit-là. Vous aviez également sur cette tour des dispositifs de surveillance. Le plus connu, c'est tout simplement le chemin de ronde qui se trouvait en hauteur, avec évidemment ces consoles. Alors les consoles dites bretonnes, à la bretonne. Hein, les consoles, ce sont les petits éléments de pierre qui viennent supporter la galerie et qui en fait vont en pyramide inversée. Ça, vous partez d'un petit élément et puis plus vous montez, plus la console prend cette forme effectivement de pyramide. Et entre chaque console, vous avez un trou. Le trou, c'est ce qu'on appelle le mâchicoulis. Mâchicoulis, ça vient d'un vieux mot français, le mâche-colle. Mâche, c'est comme mâcher, c'est écraser, donc écraser le cou, puisque c'est ici que l'on projetait sur un éventuel assaillant toutes sortes de choses. Évidemment, absolument pas d'eau bouillante. Là, on a d'huile bouillante, pardon. Ça, c'est absolument exclu parce que déjà le prix de l'huile est absolument prohibitif. Il est en plus pas sûr et certain qu'on en ait eu assez pour pouvoir en mettre. Hein. C'est sans doute l'altération d'une traduction latine du petraoleum. Alors petraoleum qui a donné pétrole, pierre d'huile, c'est ce qu'on appelle le naphte, hein, qui est une sorte de substance huileuse qui peut s'enflammer assez facilement, et la traduction un peu latine de petraoleum, effectivement, a fait penser qu'on faisait couler de l'huile parmi ces éléments-là. Donc si on ne fait pas couler d'huile, on peut jeter éventuellement du sable que l'on fait chauffer, à condition d'en avoir, ou encore de la chaux, hein, puisque c'est extrêmement pratique, puisque la chaux, c'est cette espèce de poussière, cette pierre pulvérulente, qui peut se glisser partout, et si en plus vous voulez utiliser de l'eau pour la retirer, eh bien elle réagit et elle vous brûle encore plus. Alors je passe parmi toutes les choses qui peuvent être jetées sur des assaillants du haut de ces mâchicoulis. Donc on a au-dessus du mâchicoulis le chemin de ronde qui permet la circulation, à savoir que le chemin de ronde sur la porte Broérec à l'origine était couvert, c'est-à-dire que la toiture allait jusqu'au bord et on avait ainsi des gardes qui pouvaient surveiller par des petites fenêtres. Alors des dispositifs que vous retrouvez tout à fait au château, dans les grands châteaux bretons, hein, également je pense au château de Pontivy, hein, on va les trouver à Fougères également, hein, où vous avez des chemins de ronde qui sont couverts. Le choix a été fait de les dégager à la fin du 19e siècle, avec une vocation pour l'époque qui était presque touristique, hein, pour pouvoir avoir une vue sur l'ensemble, sachant qu'à cette époque-là, on n'avait pas vu comme aujourd'hui sur la place Mourdia, mais sur une forêt de toits, puisqu'on avait à l'emplacement de Mourdia tout un quartier avec des maisons. Au XVIIe siècle, une fois la paix revenue, eh bien cette porte n'a plus d'utilité militaire à proprement dite. Elle va donc être utilisée comme prison et elle va accueillir des soldats espagnols qui ont été faits prisonniers. On dit qu'également la célèbre brigande Marion du Faouët y aurait été également enfermée. Bref, elle commence au XVIIe siècle sa vocation de prison qu'elle va poursuivre tout au long du XIXe siècle, hein, assez tard d'ailleurs. Hein, le dépôt de sûreté qui dépend à l'époque de l'État, hein, le Conseil général, alors c'est pas le Conseil général comme aujourd'hui, hein, c'est l'État qui s'en occupe, va être au cœur d'un échange entre la ville, puisqu'à un moment donné, eh bien, l'État se préoccupe de l'état du bâtiment et eh bien, chacun essaie de se renvoyer cette propriété pour savoir qui doit faire l'entretien de la ville ou du conseil général. Au final, eh bien, la ville décide de prendre la responsabilité, on ferme la prison, on engage l'entretien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des courriers, eh bien, on part de cette dénomination de vieux château, on évoque le dépôt de sûreté, la prison, et puis tout d'un coup apparaît le mot monument historique, et on voit naître à la fin du 19e siècle eh bien, cette espèce de sentiment de ce qu'est le patrimoine et ce qu'est un élément qui doit être préservé. Il y avait projet de vendre la tour à un carrier qui l'aurait dépecé.
Finalement, en 1868, la ville devient propriétaire. La transaction se fait, mais il faut attendre le début du XXe siècle pour que il y ait des choses qui s'y passent, et notamment, on a déjà eu l'occasion d'en parler, hein, avec le vétérinaire du Haras, le docteur Desjacques, qui va, en mars 1910, eh bien, installer à l'intérieur de la tour son musée, qui deviendra le musée du Vieil Hennebont, un musée d'art populaire breton, hein, dans lequel il placera ses collections. Ce musée, hélas, sera détruit en août 1944, hein, par les incendies qui suivent les bombardements de cet été-là. Plancher, toiture et toutes les pièces qui sont à l'intérieur partent en fumée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez du côté à l'intérieur, intramuros, sur la place, et que vous retournez, vous allez voir sur les maçonneries les anciennes, les charpentes et les toitures des maisons qui étaient accolées à la tour Broérec, qu'on voit très très bien sur les vieilles cartes postales. Lorsque ces charpentes ont brûlé, elles ont dégagé de la chaleur et le granit s'est rubéfié, c'est-à-dire qu'il a pris une teinte rouge et on voit très nettement eh bien, la silhouette des maisons qui étaient adossées. Aujourd'hui, la ville est toujours propriétaire de ce bâtiment qui a été classé monument historique en 1916, mais c'est l'association Hennebont Patrimoine qui l'occupe et le fait vivre, avec le musée d'histoire locale qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc c'est la porte Broérec qui est un élément important du patrimoine de la ville, et je me rends compte qu'effectivement j'avais prévu de faire sur l'enceinte, mais on a déjà passé pas mal de temps sur la porte, donc je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous autour du patrimoine et de l'histoire de la ville. À très bientôt.